Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Voici les titres de votre journal. J-1 avant Monaco-Inter Milan, une affiche de gala pour un dernier match de préparation avant la reprise de la Ligue 1. Eric Dier est allé faire le plein d'énergie avant cette rencontre en partageant un moment avec les supporters et nous y étions. Nous irons ensuite au Japon prendre des nouvelles du pavillon de Monaco à l'exposition universelle d'Osaka. Il est très plébiscité par les visiteurs. Mireille Martini, commissaire générale du pavillon de Monaco, sera notre invitée. Et cap sur la Méditerranée à la rencontre des cétacés, nous avons suivi une sortie en mer placée sous le signe de l'émerveillement et de la sensibilisation. Et puis quand l'art éveille les consciences, l'exposition Demain Océan met en lumière la beauté et la vulnérabilité de cet espace ô combien précieux pour l'homme à découvrir à la galerie du quai Antoine Ier. C'est une affiche de gala qui se prépare vendredi au Stade Louis II pour son dernier match de préparation. L'AS Monaco reçoit l'Inter Milan, une ultime rencontre amicale face aux vice-champions d'Europe avant la reprise du championnat prévue le 16 août pour les Monégasques. À la veille de ce match, Eric Dier est allé faire le plein d'énergie en allant à la rencontre des supporters. La nouvelle recrue du club de la Principauté a reçu un accueil plus que chaleureux au village AS Monaco sur le port Hercule. Le reportage de Fabien Bonilla, Hugo Comassa et Paul Gougassian. Ils étaient plusieurs centaines en fin d'après-midi à profiter des activités proposées par le village de l'AS Monaco, entre le jeu de précision sur cible, jouer au foot sur une surface prévue à cet effet, ou encore faire un tour à la boutique. Eh bien, ce mercredi, des amateurs de foot sont venus également rencontrer le nouveau défenseur de l'AS Monaco, Eric Dier. L'international anglais a rencontré ses fans. Il a pris le temps de signer des photos, des maillots, ou encore de prendre des selfies. Qu'est-ce que tu es venu faire là aujourd'hui? Voir Eric, comme tous les joueurs à chaque fois, et voilà. Et là, qu'est-ce qui s'est passé sur la scène? J'ai pris une photo avec Eric et il m'a signé sa carte. Tu peux nous la montrer? Je suis venue dédicacer un petit ballon de foot pour mon fils qui est fan de l'AS Monaco. Qu'est-ce que tu penses de ce joueur? Il est très bon. S'il est pro, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il est bon. Et je trouve qu'il va apporter de l'expérience. En plus, il a joué dans des grands clubs. Why it's important for you to be here today with your fans? Oh, it's really nice for me. It's important because it's the first time, obviously, the first time I get to meet the fans. You know, we haven't had a game here yet, so it's really nice for me to meet the fans in person for the first time, and for them to meet me, and then obviously to see what the club are doing down here. And you know, it's a lot of fun, I think, with all the different sports and stands. So it's a very nice thing. Un petit moment de détente pour l'ancien joueur du Bayern Munich avant la reprise de la saison de Ligue 1. My feeling is very good. Obviously, it's only been 4 or 5 weeks, you know, but my initial impression is very, very positive, and yeah, I'm looking forward now to the season to start. You know, it's enough waiting, and yeah, just looking forward to that now, and to get to know everything better. You know, the club, my teammates, Monaco itself. You know, the fans like today. So I'm looking forward to all of that. You are ready? Yeah, I'm ready. Après le Sporting Portugal, Tottenham et le Bayern Munich, vous l'avez entendu, cet international anglais aux 49 sélections est prêt à relever le défi avec l'AS Monaco. Nous vous emmenons au Japon à présent, où se poursuit l'exposition universelle à Osaka. L'événement est un véritable succès populaire. Il vient de dépasser les 15 millions de visiteurs alors qu'il se clôture en octobre prochain. L'occasion pour nous de prendre des nouvelles du pavillon de Monaco quelques semaines après la célébration de la journée nationale. Est-ce qu'il fascine toujours autant ce pavillon de Monaco? Eh bien, pour le savoir, nous sommes en duplex avec la commissaire générale du pavillon de Monaco. Bonsoir Mireille Martini. Bonsoir Émilie. Nous le disions, l'exposition universelle d'Osaka connaît un fort engouement. Est-ce que cela rejaillit également sur le pavillon de Monaco qui voit sa fréquentation grimper? L'exposition a démarré tout doucement au niveau des visiteurs. Mais là, maintenant, il y a un nombre de croisières qui a été atteint et il y a à peu près 190 000 visiteurs journaliers sur l'exposition. Et donc, on le ressent effectivement au pavillon de Monaco puisqu'on fait à peu près 6% d'entrée. Cela représente combien de visiteurs qui ont franchi déjà la porte du pavillon de Monaco?
Écoutez, à la fin du week-end, nous devrions être à 900 000 visiteurs physiques sur le pavillon. À cela, on doit rajouter à peu près 275 000 visiteurs au niveau de notre expérience virtuelle. Oui, parce que les visiteurs peuvent également découvrir ce pavillon de Monaco en ligne. Comment ça marche ? Alors vous pouvez, effectivement, il y a un QR code qui a été diffusé dans la principauté de Monaco pour permettre aux personnes situées à Monaco de visiter virtuellement notre pavillon. Et vous pouvez aussi également faire cette visite en accédant au site internet de Pavillon Monaco. Est-ce que la journée nationale de Monaco, qui a été célébrée le 28 juin dernier, a boosté la fréquentation du pavillon ? Oui, certainement. On sent là aussi un petit peu une montée en puissance. Il faut dire que le jour de la journée de Monaco, donc le 28 juin, ça a été la journée où l'exposition a fait le plus grand nombre d'entrées. Et le fait qu'on ait cette parade de l'Orchestre des Carabiniers du Prince qui a déambulé dans toute l'exposition et qui a été largement diffusée dans les réseaux notamment de l'expo, dans les réseaux sociaux, cela effectivement a certainement boosté le visitorat. C'est un souvenir que vous gardez encore frais en tête ? Ah oui, ça a été une journée mémorable. On avait une grosse délégation, mais c'est vrai que ça a été un succès. Les Japonais ont eu un engouement pour l'Orchestre des Carabiniers et pour les ballets de Monte-Carlo. Et oui, c'est une longue préparation et ça a été un grand travail d'équipe et oui, c'est encore frais dans nos esprits. Et qu'est-ce que les visiteurs, Mireille Martini, retiennent de leur passage au pavillon Monaco? Qu'est-ce qui les surprend? Ce qui les surprend, c'est, je pense, de voir que dans un pays comme Monaco, qui est un tout petit pays, surtout comparé aux autres pavillons et des grands pays qui sont autour de nous, de voir tout ce que Monaco peut faire en matière de protection de l'environnement. Aujourd'hui encore, votre équipe poursuit son travail puisque l'exposition universelle se clôture en octobre prochain. Comment sont rythmées ces journées ? Écoutez, elles sont rythmées différemment selon les positionnements de l'équipe. Mais on essaye de booster de plus en plus notre communication au niveau des réseaux sociaux, de faire des partenariats avec d'autres pavillons, que ce soit de manière virtuelle, donc sur les réseaux. Et on essaye aussi d'animer, de faire des animations nous-mêmes sur le pavillon. Et dernièrement, on a fait un concours avec une de nos installations qui est un jeu de loi et qui a connu un grand succès auprès des visiteurs. Et puis vous essayez aussi de vous caler par rapport aux thématiques proposées par l'exposition universelle ? Tout à fait. On essaye justement de faire ces manifestations dans le cadre des thématiques qui sont thématiques hebdomadaires de l'expo. Et en ce moment, c'est une thématique sur la paix. Donc nous essayons là aussi de montrer ce que Monaco peut faire. Et en ce moment, nous diffusons les documents de Peace and Sport. Eh bien, merci beaucoup, Mireille Martini, d'avoir été notre invitée pour faire le bilan à mi-parcours de cette exposition universelle et de la fréquentation du pavillon de Monaco à Osaka. Merci infiniment d'avoir été notre invitée. Merci à vous, Émilie. Pour celles et ceux qui n'ont pas encore pu découvrir le pavillon de Monaco, nous vous proposons ce soir une visite guidée réalisée à Osaka par notre envoyé spécial Bastien Bory. Regardez. Le service d'ordre japonais ne s'attendait peut-être pas à être réquisitionné quotidiennement pour réguler les files d'attente au pavillon monégasque. Première étape de la visite, une exposition interactive permettant aux intéressés de prendre le contrôle d'un film projeté devant eux, présentant les principaux lieux de Monaco. Au-dessus, la mezzanine et ses jumelles pour une vue plus immersive dans les entrailles de la principauté. Au troisième étage, les caves de l'hôtel de Paris, fondé en 1863, ont exporté une partie de leurs cartes sur l'archipel nippon pour une dégustation soit dans ce salon loin du tumulte de l'expo, soit en terrasse au quatrième étage. De quoi délier les langues des Japonais d'ordinaire plutôt taciturnes.
あそこが楽しかったです。すごく素敵です。目を引きました。はい。人間と動物の共生。Dernière étape de cette visite éphémère pour un avenir durable, l'étape des luttes aux accents sous-marins. Sont projetées ici les silhouettes d'une partie des espèces aquatiques recensées par le musée océanographique et qui font l'objet de toute l'attention de la Fondation Prince Albert II. Connaissez-les, aimez-les, protégez-les. De retour à Monaco pour une petite sortie en mer. La Méditerranée est peuplée d'une grande diversité de cétacés. Il est possible d'aller à leur rencontre tout en respectant leur habitat naturel bien évidemment. C'est ce que propose une société basée à Monaco. Fabien Bonilla et Camille Caloni ont tenté l'expérience. Ont-ils eu la chance de faire de belles rencontres? Eh bien la réponse dans ce reportage. Le rendez-vous est donné chaque mercredi et samedi matin à 8h15 du côté du quai des États-Unis. Ce jour-là, une vingtaine de personnes a pris la mer direction le large à une quinzaine de milles nautiques de Monaco. C'est parti pour une balade à la recherche de dauphins, baleines, tortues ou autres pendant 4h30. Nous allons au large, c'est-à-dire dans le sanctuaire Pelagos, et pour faire découvrir la mer au-delà de nos plages, parce que la majorité des résidents de la principauté ou même voisines connaissent pas la mer. Souvent, ils sont étonnés d'apprendre qu'à quelques milles, nous pouvons rencontrer des dauphins, un cachalot, un rorqual commun. Donc l'objectif, c'est un peu éducatif, c'est surtout ça la motivation, c'est pas économique. Et en même temps, vous savez qu'il y a un rôle de protection à mettre en place, quoi. Et donc on veut jouer ce rôle à notre niveau monégasque pour faire comprendre qu'il y a des animaux pas loin et qu'ils ont besoin d'être protégés, quoi. C'est l'avenir de la Terre, c'est l'avenir pour nos enfants, nos petits-enfants, etc., etc. Le prix d'entrée est de 65 € pour 4h30 de navigation, sans l'assurance de pouvoir observer quelque chose. Et pourtant, au bout d'environ 1 heure, on aperçoit à une centaine de mètres du bateau un petit geyser d'eau. C'est un grand cachalot qui pointe son nez. Le temps suspend son vol pendant quelques minutes et puis un plongeon observé par le photographe de la rédaction. Une façon peut-être pour ce cachalot de nous dire au revoir. Lui et nous partons chacun vers d'autres horizons. Il faut savoir que la société Monaco Riviera Navigation a pour objectif d'obtenir très prochainement le label High Quality Whale Watching, un label qui identifie les excursionnistes impliqués dans une démarche éco-responsable. En attendant, un commentaire sonore de 3h30 en français et en anglais donne des explications sur ce type d'expédition et sur l'approche des mammifères marins, une sorte de code de bonne conduite. Après 4 heures de navigation, la balade en mer touche à sa fin et cerise sur le gâteau, alors que les passagers pensent qu'ils ne verront plus rien, des dizaines de dauphins nous proposent un véritable balai autour de l'embarcation pendant environ une demi-heure, pour la plus grande joie des passagers. C'était génial, je ne m'attendais pas à voir autant d'animaux parce que comme c'est sauvage, on ne sait pas trop s'ils vont être là ou pas. Et du coup, on est vraiment content d'avoir vu des dauphins et un cachalot. Pour ma part, j'ai vraiment apprécié. Au début, on a pu voir donc un cachalot et rien que pour ça, cette expérience était incroyable. Et bien, par la suite aussi, on a vu donc les dauphins. Ouais. Et là, non, c'était vraiment un moment magique, j'ai envie de dire. Donc, je sais pas ce que tu en as pensé, toi. Ouais, en fait, ils sont restés longtemps avec nous. Donc, on a pu les voir plusieurs fois et je trouve que c'était vraiment trop bien. C'était trop beau. De retour au port, après avoir vu un cachalot et une multitude de dauphins, nous sommes tous repartis avec des photos ou des vidéos, mais surtout des souvenirs plein la tête. Une mer belle à voir, qu'il faut préserver, c'est tout le message de l'exposition Demain l'océan, présentée à la salle du quai Antoine Ier. Des artistes internationaux proposent leurs réflexions sur les enjeux environnementaux majeurs et notamment sur la préservation du monde marin. Le reportage de Christina Petit-Omel et Thomas Deus.
Des méduses suspendues, des rivages en transformation, des coraux fragiles. À la salle d'exposition du quai Antoine Ier, l'océan se fait spectacle. Intitulée « Demain, l'océan », cette exposition collective rassemble les œuvres de 37 artistes internationaux, tous avec un même objectif, éveiller les consciences face à l'urgence climatique en donnant la parole à l'art. C'est notre commissaire d'expo, Élodie Antoine, qui connaissait bien les œuvres des artistes et qui a choisi de faire passer différents messages par rapport à l'océan et par rapport à l'homme et l'océan. Donc nous avons à la fois le danger, mais aussi l'approche, le rivage, la faune et la flore des eaux profondes. Et à travers, je dirais, ce voyage aquatique, nous voyons à quel point notre planète est en danger alors que nous la côtoyons, et notamment ici en Méditerranée, au quotidien. Organisée, vous l'aurez compris, par la Direction des Affaires culturelles, l'exposition s'inscrit également dans la mer en commun, une initiative lancée par la Principauté à l'occasion de l'année de la mer. Nous avons choisi cette thématique cette année puisque la Principauté avait de grands rendez-vous internationaux dans la protection des océans, à savoir le Blue Economic and Financial Forum et également le troisième sommet des Nations Unies pour l'océan. Donc c'était important de s'inscrire dans cette dynamique et dans cette politique, notamment dans le cadre de l'anniversaire des 20 ans de règne de notre souverain. C'est en quelque sorte un cadeau pour son anniversaire de règne, et donc je me réjouis que le public puisse voir à travers toutes ces œuvres que les actions du prince souverain sont très importantes pour notre climat et pour le développement durable. Le parcours scénographique, immersif et poétique aborde les grands enjeux, réchauffement, pollution plastique, montée des eaux, mais sans jamais céder au fatalisme. Ici, l'océan n'est pas seulement un sujet d'étude, c'est un cri artistique, une invitation à agir portée par la beauté et l'urgence. Une exposition qui se tiendra jusqu'au 7 septembre à la salle du quai Antoine Ier. Une autre idée d'activité à présent pour ces vacances d'été, le chapiteau de Fontvieille accueille jusqu'au 15 août l'école du cirque Tous en piste. Elle propose aux enfants et aux adolescents des stages pour découvrir les arts du cirque. Les apprentis circassiens s'exercent à différentes disciplines comme le jonglage, le trapèze ou encore le trampoline, sous la conduite de professionnels passionnés. Le reportage de Marie Bonnet-Blanc et Alexandra Marangoni. Maquillés, entraînés, excités mais légèrement stressés, ils étaient une centaine à se représenter sur la piste. Et après une semaine de stage, le bilan est unanime. C'est bien, on s'amuse, on rigole. C'était très bien, que j'ai bien aimé et peut-être je le referai. Les stages sont du lundi au vendredi, une semaine d'initiation où les enfants découvrent plusieurs disciplines, de quoi peut-être créer de futurs artistes. Il y a l'atelier trapèze aérien, il y a l'atelier tout ce qui est équilibre, le fil, les boules, les rollers, tout ce qui est jonglage, donc balles, massues, foulard pour les petits, bolas, et il y a bien sûr les trapèzes, les tissus, les cerceaux. Et l'acrobatie, tout ce qui est tumbling et trampoline. Ces stages, c'est tout l'été, sur 5 jours, jusqu'au 15 août et à partir de 4 ans. Oui, attention, il ne reste plus beaucoup de place. Plus d'informations sur le site tous-en-piste.com. Un mot à présent sur la fermeture d'une enseigne emblématique de la rue Grimaldi créée en 1985. La Riccadonna Gallery s'apprête à baisser le rideau après 40 années d'activité. Un au revoir plein d'émotions pour la propriétaire. Les détails d'Alban Gingembre et Camille Caloni.
Lieu de rencontre et d'exposition artistique, la Riccadona Gallery, ce lieu où objets d'art surréalistes côtoient mobilier baroque, s'apprête à fermer ses portes. La fin d'une institution pour cette âme de collectionneuse. C'est dur, c'est compliqué, c'est pas facile à gérer parce que on a tendance à toujours croire que ça n'a pas de fin et donc je me rends pas compte que je vais laisser ce lieu à quelqu'un d'autre. J'ai d'autres projets, j'ai d'autres histoires à vivre, d'autres aventures. Ça fait quand même 40 ans. Je pense avoir donné le meilleur de moi-même et j'ai peut-être besoin de me ressourcer, de me régénérer pour voir vers quoi je vais me diriger maintenant. À l'origine de la Riccadona Gallery, une histoire de famille et un rêve, créer un lieu atypique pour les artistes à Monaco. Mon père était céramiste et donc il y a les fours au fond. Et ma mère était peintre. Donc au début, c'était cette aventure-là qui s'est mise en place. Nous avons par la suite pu présenter d'autres artistes qui étaient leurs amis. Et donc l'espace s'est transformé au fur et à mesure, au gré des visites et des rencontres que mon père faisait. J'ai essayé de garder l'empreinte que m'avaient donnée mes parents. Et puis j'y ai ajouté ma petite touche personnelle, assez éclectique, de par les coups de cœur que j'avais. Il y a aussi bien des tableaux, des sculptures, de l'art verrier contemporain, des vases évidemment, des lampes, du mobilier d'artistes que j'affectionne particulièrement, parce qu'on a eu des années fabuleuses où on a eu des créateurs qui travaillaient vraiment bien les matériaux nobles. Vous avez jusqu'au 20 août pour pénétrer une dernière fois dans cette galerie aux 1000 trésors. Hélène garde en mémoire ses rencontres, ses souvenirs avec les clients et cette belle histoire monégasque. Ainsi s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, la météo de Sarah Inkari que vous retrouverez demain à la présentation de votre journal en se quittant en images. Avec les plus belles photos des concerts d'été au Palais Princier dont le dernier a lieu ce soir dans la cour d'honneur. Excellente fin de semaine à tous sur Monaco Info. Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels. Bonsoir à tous, le beau temps est définitivement bien installé sur la Côte d'Azur. Le programme de demain à Monaco, ciel bleu, très peu, voire aucun nuage à l'horizon et un vent calme. Les conditions idéales pour commencer le week-end qui s'annonce tout aussi radieux. Côté température, le mercure atteindra 22 degrés le matin et 29 l'après-midi. Ressenti 38 au soleil, protégez-vous. Notez enfin qu'en ce vendredi 8 août, nous fêterons les Dominiques et ce sera, paraît-il, selon les astrologues, le jour le plus chanceux de l'année. Allez, belle soirée à tous sur Monaco Info. C'était la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels.